Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, chère Jacqueline Gourault, Madame la préfète, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame la maire, présidente de Nantes Métropole, Monsieur le Président de la DCF, cher Jean-Luc Rigaud, Monsieur le Premier vice-président, cher Charles-Éric Lemaignan, Madame la présidente de Ville-de-France, chère Caroline Cayeux, Mesdames et Messieurs les présidents de métropole, de communautés de communes et de communautés d'agglomération, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, merci Madame la maire de votre accueil chaleureux dans tous les sens du terme. Ensuite, je voulais remercier la DCF de son invitation à partager vos réflexions sur Solidarité Ville-Campagne et remercier aussi tout particulièrement Charles-Éric Lemaignan qui vient de passer la main après 3 ans d'une grande présidence et avec lequel j'ai eu le plaisir de travailler depuis cet été. Féliciter Jean-Luc Rigaud, votre nouveau président, pour son élection et je suis certain que nous allons beaucoup à travailler dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Et de mon côté, je ferai le maximum pour que ce dialogue soit entretenu de manière constructive. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour participer à cette 28e Convention nationale de la DCF. Vous l'avez placée sous le signe des solidarités ville-campagne. C'est un thème que je connais. J'ai pendant 16 ans présidé l'agglomération du bassin d'Aurillac de 2001 au mois de juin dernier. Et la solidarité ville-campagne, je crois pouvoir en parler. Je suis un des vôtres. Et sachez que Jacqueline Gourault aussi est une des vôtres, que nous sommes actifs au sein du gouvernement pour être le porte-parole de tous ces territoires, du travail des élus locaux que je connais bien et que Jacqueline l'a fait aussi. Nous avons défendu pendant de nombreuses années au sein de la Haute Assemblée du Sénat. Je sais ce que c'est que gérer une communauté d'agglomération. Je sais ce que c'est que de chercher des équilibres entre toutes les communes, entre la ville-centre et les autres communes, entre la population agglomérée et puis ces communes rurales de moyenne montagne. Je sais ce que c'est aussi que de gérer un budget avec les inquiétudes que nous pouvons chacune et chacun, élu local, et je suis toujours élu local, avoir légitimement. Je suis aussi de ceux qui n'opposent jamais l'urbain et le rural. Vous l'avez, cher Président, très bien rappelé. La France, et c'est une de ses chances, est un pays de diversité, de territoires très différents, avec un socle de valeurs communes, mais une grande diversité. Nous avons le devoir de tenir compte de cette diversité, et quand vous prononcez les mots alliance, complémentarité, c'est ça le positif, et c'est vers cela que nous devons tendre les uns et les autres. Donc ces questions, sachez que chaque jour, elles sont présentes à notre esprit. Il y a des territoires, il y a des villes qui ont des difficultés, des territoires urbains en grande fragilité. J'aurai l'occasion de parler de la question de la politique de la ville. Il y a aussi des territoires ruraux qui ont un grand sentiment d'abandon, mais il y a aussi des territoires ruraux qui vont très bien, et tant mieux. Et il s'agit aussi d'être capable, dans ce pays, de faire valoir ce qui fonctionne bien. J'entends les inquiétudes des uns et des autres, mais nous sommes heureusement une grande puissance. En dépit de toutes les difficultés qui peuvent être les nôtres, nous avons le devoir vis-à-vis de nos concitoyens d'affirmer de l'espoir dans l'avenir et cette capacité de transformation qui est absolument indispensable.
Madame la maire, vous avez parlé à juste titre des mutations technologiques, des mutations sociales qui se sont accélérées de manière considérable ces dernières années, qui ont évolué de manière en progression géométrique et non plus arithmétique, à grande vitesse. Dans nos territoires, demain, mais demain c'est dans les toutes prochaines années, les questions des nouvelles mobilités, les questions d'intelligence artificielle, si nous n'avons pas la capacité d'anticiper, vont impacter, et il faut que ça soit fait de manière positive, tous nos territoires. Ces mutations sont considérables, avec, nous le savons, nous qui sommes sur le terrain, de grandes inquiétudes de nos concitoyens par rapport à ces immenses mutations qui génèrent en elles-mêmes un certain nombre de fractures. Je connais les risques de fractures qui s'amplifient, à la fois à l'intérieur des territoires, entre les centres de certaines villes, les quartiers de politique de la ville, et entre les territoires, entre zones rurales et certaines métropoles. Mais vous avez rappelé, il y a quelques minutes, avec raison, que les fractures, elles existent aussi, elles peuvent exister dans chacun des territoires. Il est rare qu'il y ait une métropole où il n'y ait pas un quartier ou plusieurs quartiers en difficulté. C'est à l'intérieur des strates aussi qu'existent ces diversités, ces déséquilibres, et notre devoir à tous, c'est d'essayer de faire le maximum pour les réduire. Un mot avant d'aborder cette cohésion des territoires, pour rappeler et pour dire, parce que vous en êtes les témoins, le rôle de la montée en puissance de l'intercommunalité. Depuis en particulier, mais ça n'a pas été le seul départ, il y a eu les communautés de communes avant, mais la loi Chevènement et la mise en application de la loi Chevènement, où ma communauté d'agglomération a dû être la 4e créée en France. L'intercommunalité est ce qui a bouleversé, dans le bon sens du terme, notre organisation territoriale. Ça a permis d'avoir des territoires de projet, et vous en êtes l'illustration, avec bien évidemment des problèmes de croissance, des problèmes d'évolution législative que nous avons tous connus. Moi, je n'entrerai dans aucune polémique. Le Big Bang territorial que nous avons connu ces dernières années n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J'en sais quelque chose pour m'être souvent exprimé au Sénat, y compris sur la fusion des régions et sur les baisses de dotation. J'ai même commis, avec 2 de mes collègues sénateurs, Philippe Dallier et Charles Guéné, le rapport sur les conséquences des baisses de dotation. Donc ça me laisse un certain nombre de souvenirs. Mais l'intercommunalité a changé la vie de nos territoires et l'a changée de manière positive. D'abord, en nous apprenant à travailler ensemble au-delà des sensibilités politiques. Elles existent toujours, mais si l'intercommunalité a eu déjà une vertu, et pour moi c'est une vertu, c'est d'apprendre à des femmes et des hommes de sensibilités différentes de gérer dans le même exécutif. Et ça a eu un impact extrêmement fort sur le développement de nos territoires. Le mérite aussi de faire travailler ensemble des représentants de petites communes, de communes moyennes, de villes-centres. Et ça, c'était un exercice auquel nous n'étions pas forcément habitués. C'est ça qui a changé la vie de nos territoires. Nous avions fait un rapport, et Jacqueline Gouraud y avait participé sous l'autorité du sénateur de la Charente-Maritime, dont le titre était « Faire confiance à l'intelligence territoriale ». Il y a cette intelligence territoriale et le devoir de l'exécutif, c'est d'être en capacité de vous écouter, en tenant compte aussi des impératifs et des difficultés que peut connaître l'État. Certes, on peut dire, et pour l'avoir souvent dit moi aussi, il y a la France à l'intérieur du périphérique et la France à l'extérieur du périphérique, mais bon, nous savons tous ce qu'il en est et on ne peut pas réduire la vision politique et l'administration de notre territoire à cette seule vision.
nos territoires, je l'ai dit, sont très différents. Cette fracture territoriale qui a été très longuement décrite et son accentuation, je l'ai dit, nous avons le devoir de lutter contre elle, mais à l'intérieur aussi de chaque strate. La DCF a depuis longtemps, et j'ai souvenance d'avoir travaillé lorsqu'il était maire de Rodez avec Marc Sancy, qui a marqué l'évolution de l'intercommunalité. Ce souci et ces inquiétudes sont partagés depuis longtemps à la DCF. Votre congrès de 2015 à Tours s'attachait déjà à mieux comprendre la cohésion des territoires. Et je l'ai dit parce que je partage ce sentiment. La DCF a toujours rejeté l'opposition trop simple, trop schématique entre France des métropoles, qui serait une gagnante égoïste de la mondialisation, et la France périphérique, qui aurait tout perdu mais n'aurait pas d'avenir. La complémentarité, elle est indispensable, elle est essentielle. L'égoïsme métropolitain n'est ni une réalité, ni un projet politique. Ce n'est pas une réalité, parce que nous avons besoin de locomotives économiques, car les richesses circulent sur notre territoire, et nos territoires ruraux, j'ai confiance en eux à partir du moment où on donne les moyens d'avoir les services nécessaires pour accueillir, pour préserver leur population. Ces territoires ruraux, et vous en connaissez tous, vous y êtes, ne manquent ni d'ambition, ni de créativité, et à la fois l'intercommunalité et la métropolisation peuvent être un atout si on parle d'alliance et de complémentarité. Les réponses, pour moi, ne sont jamais binaires. Avec la création du ministère dont j'ai la charge aujourd'hui, le gouvernement a souhaité donner un signal, rappeler que les politiques sectorielles n'ont de sens que si elles sont coordonnées, ce que vous appelez de vos vœux, et que si elles ont un objectif. Le nôtre est de lutter contre ces fractures territoriales, c'est-à-dire d'avoir un œil attentif sur les territoires les plus fragiles, et c'est pour cela que je n'entends pas opposer les territoires les uns aux autres, les villes aux campagnes, et que nous efforçons d'œuvrer pour une meilleure cohésion des territoires. C'est d'abord une force d'attraction de chaque territoire. Nous voulons rendre les territoires non pas identiques. Le rôle de l'État n'est pas d'aller dans ce sens. J'ai parlé de diversité et je respecte la diversité des territoires. Mais attractifs, ces territoires, dans leur diversité, par leur diversité. Ils n'ont pas les mêmes difficultés, nous l'avons dit. Ils n'ont pas non plus les mêmes spécificités à faire valoir. Mais ils ont tous des atouts, tous. Et c'est sur cela que nous voulons fonder le développement. Vous avez, pendant vos discours, cher Président, un certain nombre de tableaux sont passés, montrant d'ailleurs la diversité et la fragilité de certains territoires. Vous l'avez dit, et j'avais repris en préparant cette intervention ce mot. La cohésion renvoie immédiatement à la notion d'alliance entre territoires. Ce qui est important, c'est d'inciter à travailler ensemble. Et cette pratique de tous les jours de la coopération, c'est celle que porte l'intercommunalité. Vous en connaissez les vertus, les valeurs. Et je le dis très clairement, et en tout cas c'est le message que je porte au sein du gouvernement. C'est à l'État de s'adapter à la diversité des territoires et de ne pas imposer depuis Paris une vision abstraite, distante et technocratique. Car les territoires ne sont pas réductibles à leur réalité administrative ou institutionnelle. Ce sont avant tout des espaces de vie. Les hommes et les femmes circulent, se déplacent d'un endroit à un autre. Ils ne travaillent pas forcément là où ils ont grandi. Et nous sommes d'ailleurs tous, État, collectivités, face aux grands défis de la mobilité et de la nouvelle mobilité. Ils prennent parfois leur retraite très loin de là où ils ont vécu. Il y a toujours d'autres territoires que celui où vous êtes, celui où sont les enfants, celui où vous rêvez de vous installer. Donc nous avons à mener une politique de l'accès pour donner à chacun les mêmes chances de réussir, de s'épanouir où qu'il habite,
dans nos villes comme dans nos campagnes. Et c'est précisément sur cette question des solidarités entre villes et campagnes que vous m'avez invité à introduire vos travaux, en me permettant d'insister dans mon propos sur la manière dont notre ministère et le gouvernement auquel il appartient entend agir dans ce domaine. Tout à l'heure, la ministre Jacqueline Gourault interviendra plus précisément sur les questions financières. J'en dirai un mot rapide, mais c'est de la compétence du ministère de l'Intérieur. Et demain, le Premier ministre sera devant vous. Donc j'insisterai particulièrement sur cette question de solidarité. Je considère que cette solidarité s'apprécie au niveau de l'État d'abord au travers des grands projets d'infrastructures portés par l'État. Aujourd'hui, et nous le savons parce que nous y sommes confrontés ces dernières années et chaque jour davantage, il n'y a pas de cohésion des territoires possible sans accès pour tous au numérique. C'est notre première priorité. Le président de la République l'a rappelé, nous avons un engagement que nous entendons tenir. Faire le bon débit pour tous dans toute la France avec la 4G d'ici 2020 et le très haut débit d'ici 2022. C'est un engagement que personne en France où qu'il vive, à commencer par nos territoires ruraux, cet engagement fait que personne ne pourra être exclu des échanges, des contacts, de tout ce que permet aujourd'hui et impose le numérique. Nous allons accélérer la couverture numérique, à la fois par l'installation de milliers de pylônes supplémentaires, bon débit pour tous en 2020, soit par la fibre, soit par des technologies alternatives. J'ai réuni les opérateurs à plusieurs reprises depuis juillet, avec déjà, émanant de certains d'entre eux, des engagements qui seront l'accord pour prendre des engagements contraignants. Et ça me paraît une étape essentielle. Et le deuxième message qui a été passé, et je vous le dis, c'est sur les réseaux d'initiative publique de ne pas leur permettre de développer chacun ce qu'ils souhaitent et de ne jamais mettre en danger les initiatives prises par les collectivités. Ceci ne sera pas négociable et c'est le respect de tout le travail que vous avez fait depuis des années. Ce message a été passé de manière très claire et je l'ai dit, ce n'est pas négociable. Vous avez donc raison de considérer ce déploiement du réseau numérique comme un vrai projet d'aménagement du territoire. Bien sûr, nous ne savons pas encore quels seront tous les impacts de cette révolution sur nos territoires, mais nous savons qu'ils seront considérables et nous avons le devoir d'anticiper au maximum et de rattraper totalement le retard qui avait pu être pris. C'est rendre la vie ordinaire plus simple pour nos concitoyens grâce à tous les nouveaux services et au développement économique qui ne peut pas se faire sans. C'est l'abolition des distances, c'est le télétravail, c'est l'achat sur Internet, c'est la relation avec les proches, c'est la télémédecine qui se développera et qui se développe très vite, ou les systèmes qui facilitent le maintien à domicile des personnes âgées. Toutes ces évolutions auxquelles vous travaillez quotidiennement sur le terrain, eh bien, nous allons faciliter leur déploiement et dans les délais, je l'ai dit, les plus brefs. Deuxième priorité, c'est de garantir l'accès aux services essentiels sur tous les territoires. Nous allons poursuivre le déploiement des maisons de services au public. J'ai travaillé encore il y a quelques jours avec le président de la Poste, qui a une ambition très claire de partenariat avec les territoires et avec l'État. C'est un moyen efficace sur le terrain pour offrir à nos concitoyens un contact personnalisé avec de nombreux services publics. Le maillage doit être articulé en fonction des demandes des collectivités et de vos projets de territoire et non pas imposé. Et j'y veillerai personnellement. Nous allons développer et multiplier le nombre de ces maisons. Il en est de même sur les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui réunissent au minimum 2 médecins et un professionnel paramédical, en lien avec les élus locaux que vous êtes
Et dans le prolongement du plan santé que présentera dans quelques jours Agnès Buzyn, nous allons renforcer ce maillage et veiller à leur bonne articulation avec les établissements hospitaliers. Ce sont les services du quotidien, ce sont des moyens efficaces sur le territoire. Et puis, cette solidarité, mesdames et messieurs, elle passe aussi par une action ciblée en faveur des territoires qui en ont le plus besoin. Ça, vous le faites déjà dans les intercommunalités. Mais le rôle de l'État, c'est aussi d'insister là-dessus et de flécher particulièrement un certain nombre de moyens. Depuis 40 ans, beaucoup a été fait dans nos quartiers prioritaires de la politique de la ville. Beaucoup reste à faire. Le taux de chômage, c'est une constatation, c'est le bilan actuel. Moi, je n'entre pas dans les responsabilités du passé, elles sont collectives, toutes sensibilités confondues, j'en assume ma part comme tous ici. Le taux de chômage y est 2,5 fois supérieur à la moyenne nationale dans ces quartiers. Le taux de pauvreté, 2 à 3 fois supérieur. Les enjeux liés aux familles monoparentales, aux difficultés spécifiques des jeunes, à l'intégration des populations étrangères, y sont plus prégnants. Les foyers de délinquance persistants et des phénomènes de radicalisation sur lesquels nous savons tous ce qu'il en est. Lors de mes déplacements, chaque semaine, maires, élus locaux, représentants associatifs m'alertent sur l'urgence d'agir et de donner une nouvelle impulsion. Je sais que les élus locaux, les maires en charge de ces quartiers sont confrontés à des difficultés considérables, qu'ils se sentent souvent un peu désemparés et insuffisamment aidés. Le président de la République l'a rappelé, ces quartiers sont une priorité du gouvernement. Notre engagement est donc, et c'est acté, de reconduire le budget politique de la ville en 2018, de le sanctuariser pour toute la durée du quinquennat et d'apporter aussi 1 milliard d'euros supplémentaires au nouveau programme de renouvellement urbain. Demain, je célébrerai le 40e anniversaire de cette politique de la ville et je rappellerai l'importance qui s'attache à poursuivre l'effort de solidarité nationale que nous devons à ces populations. Ensuite, développer une politique spécifique en faveur des villes moyennes qui se sont souvent, pas toujours, mais senties un peu à l'écart du phénomène de métropolisation et qui ont un impact majeur sur la vie de nos territoires dans la politique d'aménagement de notre pays. Alors que, de plus en plus, elles accueillent une nouvelle population qui fait le choix de s'installer ailleurs que dans les grands ensembles métropolitains. Et il faut réduire effectivement les temps de trajet, diminuer les coûts, tout en bénéficiant de services qui sont souvent, dans ces villes moyennes, de meilleure qualité, avec des structures de garde pour les enfants, un tissu scolaire et universitaire, un réseau culturel, sportif, des services administratifs qui, souvent, n'ont rien à envier à ceux des grandes villes. Pour toutes ces raisons, nous voulons porter une ambition de reconquête des centres-bourgs de ces villes moyennes et de ces petites villes qui ont toujours eu une fonction de centralité dans l'enseignement, dans l'accès aux services. Et nous allons travailler d'ailleurs en partenariat avec différentes structures, dont Action Logement, qui a déjà annoncé qu'il consacrerait 1,5 milliard d'euros dans les actions de requalification de l'offre de logement dans ces villes moyennes. Un mot, puisque je parle de logement, pour vous dire, parce que j'ai entendu les discours, j'ai entendu aussi nombre de remontées de terrain, que je poursuis le dialogue avec les bailleurs sociaux. Je suis un homme de dialogue et je ferai personnellement le maximum pour que nous trouvions les solutions les plus adaptées pour avancer, parce qu'il faut aussi, tout secteur doit être en capacité de se restructurer. Ça doit se faire dans le dialogue et personnellement, je poursuis et je poursuivrai jusqu'au bout ce dialogue. Si c'est le cas, sachez-le et ils pourront vous le confirmer. Sur la cohésion et la solidarité, un mot sur les nouvelles formes de relations entre les territoires, dans lesquelles l'État agit aux côtés des collectivités. Nous avons depuis longtemps un outil qui formalise nos relations, ce sont les contrats.
La contractualisation, elle existe. Elle existe tellement d'ailleurs que je fais faire le relevé des différents types de contrats qui existent. Je crois que nous en sommes à 1100. Ce qui veut dire que, et j'ai écouté le message aussi, il y a peut-être, même certainement, un effort de simplification à réaliser dans toute une série de procédures. Mais nous avons des contrats qui ont une efficacité, contrats de plan État-région, de ruralité. J'annonce ici, et je le dis, que les contrats de ruralité ne sont pas remis en cause, que le budget 2018 assure le fonctionnement de ces contrats de ruralité et leur développement. Et demain, contrat ville moyenne. Derrière tous ces contrats, un point commun. Ils partent d'un projet de territoire dont découlent des projets à financer. Et c'est là le même esprit qui guide la coopération intercommunale que vous pratiquez au quotidien. Et j'évoquerai d'un mot des contrats, il n'en existe que 2, mais qui sont assez illustratifs de l'alliance entre les territoires, les contrats de réciprocité qui sont nés en 2014. C'est clairement une nouvelle forme de coopération. 2 contrats signés en novembre 2016 entre Brest Métropole et le pays de Centre-Ouest Bretagne, et celui de Toulouse Métropole et le pays des Portes de Gascogne, qui a été signé récemment, et j'étais présent dans le Gers. Ce qui est frappant, c'est combien le contenu de ces contrats aborde le quotidien de nos concitoyens. Sont par exemple abordés la promotion du covoiturage, le transport en commun, le télétravail, les projets alimentaires territoriaux, pour renforcer les liens entre producteurs locaux, restauration collective. Il y a là un champ d'alliance entre les territoires qu'il convient de développer et de faire fructifier. Le président de la République, un mot aussi en matière de cohésion des territoires, a annoncé l'expérimentation d'une autre forme de relation avec une création de l'Agence de cohésion des territoires. Je peux comprendre les réticences ou au minimum les interrogations. Ce que je vous dis ici, c'est qu'il ne s'agit aucunement de doublonner ce que font déjà les départements ou les intercommunalités, mais uniquement d'intervenir de manière subsidiaire, là où les élus qui ont des projets n'ont pas les moyens de les concrétiser, faute d'ingénierie suffisante ou d'accès aux différentes sources de financement. Il ne s'agit en aucun cas de créer une nouvelle usine à gaz. En tout cas, c'est mon opinion personnelle. Je veux aussi vous réaffirmer ici très clairement le choix du gouvernement de soutenir l'investissement local. Jacqueline Gourault s'exprimera plus précisément tout à l'heure, mais pour avoir travaillé dans le même sens, et je l'en remercie aussi, dois vous dire que le montant des crédits mobilisés en 2017 pour soutenir l'investissement est maintenu. Le niveau 2017 de la DETR est maintenu, 996 millions d'euros. Celui de la DPV à 150 millions d'euros aussi. Ils seront reconduits dans le projet de loi de finances 2018. La dotation de soutien à l'investissement local, la TSIL, est pérennisée et son architecture simplifiée. Et ça a été rappelé, cher Président, vous avez bien voulu le rappeler, la dotation globale de fonctionnement ne baisse pas en 2018 pour la première fois depuis 2013. Et ce qui, permettez-moi de le dire, j'allais dire mes chers collègues, ce qui est la preuve aussi que les ministres sont à l'écoute de ce qui remonte des territoires et des besoins des territoires. Jacqueline Gourault s'exprimera tout à l'heure sur les modalités des efforts financiers qui sont demandés aux 319 collectivités, ce qui aussi doit rassurer nos communes rurales, nos villes moyennes, nos intercos de moins de 150 000 habitants qui ne sont pas prévus dans cette contractualisation. Un mot pour vous dire aussi que j'ai vécu comme vous les baisses de dotation, même fait un long rapport là-dessus, que nous avons choisi de ne pas faire des baisses de dotation, je n'ose pas dire arbitraires, mais s'appliquant de la même manière à toutes les collectivités, quelle que soit leur situation financière. C'est pour ça que je ne reviens pas sur le passé, mais je veux que l'on regarde avec sérénité et objectivité
les propositions du gouvernement, dont vous savez tous qu'il est confronté à un certain nombre de difficultés financières par rapport au budget. Ce n'est pas nouveau, mais la réponse, c'est que nous ne recourrons pas à l'endettement pour répondre comme solution à tous les problèmes, que c'est un choix assumé, que ce choix il doit se faire avec le souci du dialogue et de la construction partagée avec les collectivités, et c'est le sens des annonces que je viens de faire. Et c'est pour ça que je puis vous dire que ce message, il a été très largement entendu, parce que vous avez, au sein du gouvernement, des femmes et des hommes qui savent ce que sont les collectivités locales, qui connaissent vos difficultés, même si on ne peut pas toujours dire oui à tout, parce que ce n'est pas la manière dont on peut gouverner, mais c'est en tout cas être conscient des difficultés de terrain, de la charge de ceux qui, sur ce pays, j'ai toujours considéré que c'était une chance, nous avons la chance d'avoir des centaines de milliers d'élus locaux. L'immense partie d'entre eux sont bénévoles. Vous êtes un lien de proximité exceptionnel. Je le sais, je l'ai vécu et je continuerai à défendre cette vision de cette France dont le lien de proximité fondamental vient de cette expression démocratique tous les 6 ans. Cette relation que je veux une relation de confiance, et vous l'avez rappelé, Président, la première CNT, le ministère de la Cohésion des Territoires, qui avait la charge de la mettre en place, l'a fait dans un grand souci de dialogue. Et les groupes de travail ont commencé, il y en a 16 qui sont au travail déjà sur 26, et je salue le travail de la DCF, de ses élus, mais aussi de sa direction et de ses équipes administratives, parce que vous le faites toujours avec un souci d'être une force de proposition. Et je le dis d'autant plus clairement ici que ce n'est pas toujours le cas ailleurs. Mais, mesdames et messieurs, notre relation de confiance, elle va au-delà des questions de financement, de compétences et de structure. Nous avons une ambition à partager en faveur des territoires attractifs et alliés les uns aux autres, qui nous obligent à travailler différemment de ce qui existait avant. C'est le pari que nous avons fait avec la Conférence nationale des territoires. Je souhaite que ça se poursuive de la manière dont nous l'avons enclenché. Et je comprends les réactions que vous avez pu avoir par rapport à certaines décisions de l'été passé. Donc je souhaite que cette conférence des territoires soit non seulement un outil, mais une méthode concrétisant dans ces 26 chantiers ce qui remonte de votre expérience, de votre vécu quotidien et de votre souci de l'avenir. Je vous annonce que la prochaine CNT se tiendra le 14 décembre prochain. Je vous y donne rendez-vous, car c'est là que doit se construire ce nouveau dialogue territorial, et c'est bien notre ambition. J'ai peut-être été un peu long, mais je voulais vous passer ce message de dialogue, de confiance et d'ouverture que je suis venu partager avec vous aujourd'hui. Sur beaucoup de sujets, nos intuitions, nos attentes se rejoignent. Dans les difficultés, parfois dans les chocs, parce que c'est ça aussi la démocratie. Mais il faut sortir des chocs par le haut. Je m'attacherai toujours à rester cet homme de dialogue émanant des territoires et au service des territoires. Je vous remercie.